Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation. L'évolution de l'humanité a un sens, une orientation, une finalité. Elle se dirige peu à peu vers son ultime perfection. Alors cette ultime perfection, c'est tout ce qu'on peut imaginer d'un monde paradisiaque. Voilà. Euh, alors, nous sommes le mardi 10 juin 2025. Cette théorie, je l'ai développée à partir de 1999, fin 1999, donc il y a 25 ans environ. Et elle est sur le site mécaniqueuniverselle.net. Il y a toujours le lien sous les vidéos. Donc je vous renvoie au site pour avoir la lecture, la lecture de la théorie. Sur cet espace YouTube, c'est essentiellement des vidéos qui essayent de démontrer cette théorie en s'appuyant soit sur des audios, soit sur des audios, la plupart du temps c'est des émissions de France Culture, des podcasts philosophiques. En ce moment, c'est l'émission qui s'appelle Avec Philosophie, que je conseille vivement, ou d'autres émissions de France Culture. Bon, France Culture, globalement, c'est vraiment intéressant pour la connaissance et pour la réflexion. Donc, si vous trouvez que cette idée, cette réflexion sur l'évolution de l'humanité qui semble ne plus intéresser vraiment le monde, hein, on ne se pose plus la question, on arrive dans ce monde, on est projeté dans ce monde à notre naissance, et puis on traverse cette existence pratiquement au pas de course, sans se poser la question où va l'humanité, qu'est-ce que c'est que cette humanité, surtout qu'en ce moment, il y a une fâcheuse tendance à vouloir la disséquer, la morceler, et essayer de mettre les morceaux en compétition, en bagarre, en lutte, alors qu'on n'est qu'une seule grande humanité. Et c'est ça qui fait notre identité. Nous appartenons avant tout à l'espèce humaine. C'est notre première appartenance. Après, les appartenances secondaires, voilà, les appartenances nationales, religieuses, etc., c'est secondaire en réalité. Et on les a fait passer en première. Depuis quelques décennies. Et donc, si vous pensez qu'il y a un intérêt à se poser la question où va l'humanité, je vous engage à mettre des avis, des pouces, voilà, ça augmente la visibilité de l'espace, à écrire des commentaires, à établir des liens avec votre propre espace YouTube, à mettre en lien les vidéos de la mécanique universelle. Voilà, en gros, ce qu'on peut faire pour faire évoluer le site. Alors là, je continue ma réflexion à partir de cet ouvrage que j'ai découvert il y a quelque temps, cet évolutionnisme dont on parle tant, par Paul-Émile Duroux, professeur agrégé à la faculté de médecine de Lyon. C'était le cours de l'année 1965-1966. Et c'est vraiment intéressant parce que, voilà, les chapitres commencent à affirmer la réalité de l'évolution. Les vertébrés, l'évolution vers l'homme, les étapes intermédiaires, les preuves de l'évolution, l'apparition du vivant, l'énergie psychique, l'humanisation de la pensée, les philosophes de l'évolution, les impératifs humains. Et donc là, je suis sur les philosophes de l'évolution. Mais ce qui veut dire qu'à cette époque-là, dans les années 60, la question de où va l'humanité, quel est
est-ce que l'humanité est en évolution? Elle était vraiment présente. Là, on la, on la sent pas. Elle est peut-être présente encore dans les cours, à la fac, etc. Mais c'est pas quelque chose qui émerge dans les, dans, à la télévision, par exemple, là où la culture de masse se forme. Et donc, ben, le peuple, il avance sans véritablement savoir ce qu'il fait, pourquoi il est là, etc. À mon sens, ça arrange le marché, parce que moins on se pose de questions et plus on est disponible pour travailler comme des robots en réalité. Et, mais cette période où le marché a pris le pouvoir sur la pensée, sur le reste, pour tracer la route de l'évolution de l'humanité depuis les années 80, on va dire, depuis que le communisme est tombé en face, le libéralisme n'a plus de challenger, et ben c'est les ultralibéraux qui tracent la route. Et on voit qu'ils arrivent à la fin, quoi. Hein, et leur toute-puissance les signent leur propre destruction en réalité. Et le monde n'a plus envie d'être là-dedans, même si ça prend du temps pour changer de modèle, pour passer sur une autre façon de vivre. Et je pense que la prochaine étape, elle sera symbiotique. Voilà, on aura une vision plus globale, c'est ce que je défends sur la mécanique universelle, une vision plus universelle, plus englobante des choses. Euh, et donc, ben, c'est à mon sens ce vers quoi le libéralisme va évoluer. Donc, alors, je reprends la lecture, c'est la 5 ou 6e vidéo. Pardon, excusez-moi. Si voilà, pour avoir une vision d'ensemble, vous pouvez aller lire les vidéos précédentes. Voilà. Allons-y. Alors, n'oublions jamais que dans les vidéos précédentes, il s'est avéré qu'au tout début de ce chapitre-là, ben, on se rend compte que cette pensée téléologique où va l'humanité, ben, il y avait un paquet de chercheurs qui se sont penchés là-dessus, de spirituels, c'était quand même présent. Bon, on parle de Teilhard de Chardin, de Vandel, de Julian Huxley, etc., qui se sont posés ce type de questions. Voilà, alors on y va. N'oublions jamais que dans la conception évolutive, le développement est celui de l'esprit. En fait, ben ça c'est Hegel, je pense, qui parle de ça. C'est la montée progressive vers un esprit supérieur. C'est ça l'évolution du vivant. Peut-être que Hegel, je ne connais pas suffisamment la philosophie de tous ces grands philosophes, je les ai juste picorés, je n'ai pas les moyens de m'intéresser, de pouvoir lire et de pouvoir me concentrer sur ce type d'ouvrage. Mon psychisme ne me le permet pas. Et, mais donc, c'est plutôt l'évolution de l'esprit à travers le vivant qui monterait vers son ultime perfection. Mais en réalité aussi, c'est pareil dans l'humanité. L'humanité, entre son origine chez les primates naturels, lorsque nous étions des primates naturels, et aujourd'hui, il y a évolution, et c'est cette évolution que je vise à essayer d'éclairer. Une collaboration de plusieurs années avec Madame Catherine Nolas et l'accord qu'elle nous a donné nous autorise à faire de larges emprunts à son œuvre originale. Alors je ne connais pas du tout, voilà, c'est là où c'est intéressant de rendre hommage à ces personnalités dont on ne parle pas et qui ont travaillé dans l'humilité bien souvent et qui sont oubliés à un certain moment. Voilà, alors Madame Catherine Nolas, N-O-2-L-A-C-E. Les passages qui suivent expriment l'inquiétude quasi mystique face au mouvement.
Deux points, ouvrez les guillemets. Le mouvement, l'inquiétude de l'humain dans le mouvement, dans l'évolution justement. Peut-être ça peut être une des clés qui fait que l'humain se pose pas tellement la question de où va l'humanité. En fait, ce que l'homme intuitivement va rechercher, c'est l'apaisement, c'est la sérénité, le calme, le fait justement d'être dans un état d'apesanteur, de contemplation. Et c'est ce vers quoi va l'humanité, à mon sens. Alors, deux points, ouvrez les guillemets. Consciemment ou inconsciemment, les penseurs tourmentés par l'énigme du mouvement ont lié son origine à celle du monde. Le mouvement, c'était la création, quoi. Et effectivement, oui, c'est l'expansion qui va donner l'univers et après, qui à un certain moment va donner naissance à la vie, et la vie qui va être en évolution, toujours en mouvement. On peut constater à travers les époques de l'histoire de la philosophie un certain allègement progressif des doctrines physiques, à part la notion Dieu et la notion âme. On ne postule d'abord que la notion matière, que la qualité de forme réductible tout au plus à une poussière d'astre, à un magma, substance primitive incandescente qui contenait toute chose et dont toute chose était issue. Je pense qu'il fait référence au présocratique ou à la vision qui se passait dans le monde, chez les Égyptiens, chez les Hébreux, chez les Perses, en Afrique, etc. Comment s'était constitué le monde. Il fallait donner une image de cela. Le mouvement s'ajoutait à cette matière et faisait naître la spatialité de la condensation. C'était la matière qui était là, et puis il y a Dieu qui met, ou une puissance créatrice qui met le mouvement à l'intérieur, et voilà, ça donne la vie. Descartes et Pascal pensaient que toutes les catégories de phénomènes devaient être considérées comme des combinaisons de figures et de mouvements. Ils sous-entendaient la matière inerte dans le mot figure. Alors que nos philosophes modernes, Bergson en particulier, mettent en doute l'objectivité formelle des figures spatiales, lesquelles sont rendues au domaine de l'illusion conceptuelle, suppriment la notion d'immobilité qu'ils réduisent à un mouvement de self-induction et identifient matière et mouvement. Ça, c'est intéressant, mais j'arrive pas à me concentrer pour bien détecter ça. Il faudrait que je le relise et que je... La doctrine dynamisme affirme il n'y a dans l'univers que des forces. L'inertie absolue n'est nulle part. Il n'y a que des forces, il n'y a pas d'inertie. Et alors ça rentrerait en contradiction avec justement où va l'humanité. L'humanité, selon moi, va vers ce paradis, cet espace paradisiaque. Elle construit techniquement cet espace paradisiaque pour nos futurs descendants. Mais ce qui est le fond de cette attraction vers cette finalité, c'est en fait l'accession à la paix universelle, à la sérénité absolue, à l'extase. Et l'extase, c'est la présence de l'esprit dans l'immédiat absolu. L'esprit ne peut plus faire référence au passé, le passé n'a plus d'interaction sur le psychisme, ce qui fait qu'on n'a plus aucun trauma. Tous nos traumas ne peuvent pas monter dans notre esprit, dans l'état d'extase, alors que là, par exemple, mon agitation, au lieu de parler calmement, tranquillement, sereinement, voilà, ce qui va faire que je suis dans cette excitation, c'est ce qui a mis en œuvre mon enfance, ce qui a traumatisé ma vie à un certain moment, et tous ces traumas, toutes ces agitations, elles se retrouvent inconsciemment dans le présent. Donc elles ont une influence. Dans l'état d'extase, ça s'est éteint. Et le futur est éteint.
Donc il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de projection. Demain, je vais faire ça. Là, par contre, par exemple, j'ai mon esprit, même s'il ne fait pas de référence tout de suite, je sais que dans 1 heure, je vais aller faire, je vais dans un cours de yoga avec une angoisse supplémentaire d'ailleurs qui impacte mon instant là parce que je voudrais essayer de parler de la philosophie. Et je m'en sens absolument pas capable avec des regards en face. Là, je peux le faire quand je parle devant une caméra, mais devant des gens, c'est pour moi une terreur. Et donc, je vais essayer de faire ça. Ce futur, il est là. Et puis, il n'y a pas que ça dans ma pensée future qui m'impacte, même si j'y pense pas. Là, je viens de le relater, mais il y a demain, j'ai un rendez-vous, après, j'ai quelque chose à faire, puis il y a un voyage que je dois programmer, etc., etc. Il y a tout ça, ça m'impacte. Dans l'état d'extase, ça, c'est éteint aussi. Donc, l'esprit est vide et bloqué sur le présent, en contemplation. Et ça, c'est la fin du mouvement. Voilà. S'il y a un moment où le mouvement s'arrête, même si on continue effectivement de vieillir, on continue de marcher, d'avancer, mais l'esprit, lui, en a fini avec le mouvement. Et c'est ce qui donne l'extase. Alors, Madame Catherine Nolas pousse plus avant son enquête quant à Maeterlinck, son enquête. Quant à Maeterlinck, il se pose passionnément la question et n'ose conclure. Ah mais non, mais je suis allé trop loin. Bergson, donc. Nietzsche se représente un tel univers dans cette page extraite de La volonté de puissance. Le tout est supposé une somme fixe de force qui n'augmente ni ne diminue, qui ne s'use pas mais se transforme. Un jeu de force et d'ondes, de force s'accumulant sur un point si elle diminue sur un autre. Un flux perpétuel, éternellement en train de changer. Un flux et un reflux de ces formes allant des plus simples aux plus complexes, des plus calmes, des plus fixes, des plus froides aux plus ardentes, aux plus violentes, aux plus contradictoires, pour revenir ensuite à la simplicité du jeu des contrastes, au besoin d'harmonie, affirmant encore son être dans cette régularité des cycles et des années, se glorifiant dans la sainteté de ce qui doit être éternellement, de ce qui doit éternellement revenir comme un devenir qui ne connaît ni satiété, ni dégoût, ni lassitude. Il parle presque de cet état d'extase. Et là, on peut voir à quel point Nietzsche est un grand écrivain. C'est magnifique, chaque mot est exactement à sa place, la clarté de sa pensée est complètement là. Alors après, il y a des choses contestables dans Nietzsche, mais voilà, globalement, franchement, et son travail, il est essentiel à la philosophie, comme le travail de tous les philosophes en réalité. Dans le même esprit, Hegel a écrit, ouvrez les guillemets, toute chose n'est ce qu'elle est que parce qu'elle l'est devenue. Donc il y a une question de devenir, donc d'évolution, de progression. Dans un système supposé clos, l'énergie totale, c'est-à-dire la somme des énergies cinétiques et potentielles, reste constante. Et il ajoute, il n'y a pas de choses faites, mais seulement des choses à faire qui se font. Enfin, Paul Valéry a cette phrase suggestive. Toute chose se substitue, ne serait-ce pas la définition des choses. Toute chose, ça parle que du mouvement. Dès lors, quiconque prétendra s'assimiler les choses, les exprimer dans une telle vérité, devra tenir compte avant tout de cette évolution qui les caractérise, de leurs informations, réformations, déformations perpétuelles,
selon une direction irréversible. On échangera les notions de temps et d'espace, vision des positions imaginaires par où passe le mouvement, par la notion de durée, ça c'est Bergson, ou sensation de mouvement lui-même. C'est là une méthode vitale, celle qui fut merveilleusement illustrée par Bergson. On participera ainsi jusqu'au rêve de la consubstantialité à cet amour, sans lassitude, qu'ont les choses pour les choses. Voilà. Madame Catherine Nolas pousse plus avant son enquête. Quant à Maeterlinck, il se pose passionnément la question et n'ose conclure. Où donc finit ce qu'entre nous, pour exprimer de petites et traditionnelles pensées, bornées par l'écorce terrestre, nous appelons la matière. À l'époque, en 60, on n'en savait pas autant qu'on en sait aujourd'hui. Le quartz, même si une grande partie avait été imaginée, supposée, mais maintenant, avec le travail du CERN, avec les accélérateurs de particules, enfin bref, il y a un sacré travail qui se réalise. Donc la matière, on sait, on commence à comprendre qu'elle n'a pas de réalité réelle au fond. C'est quelque chose de vraiment une illusion, quoi. Hein. Donc comment se fait-il que nous soyons inclus dans cette illusion? Qu'est-ce que c'est que cette illusion? Qu'est-ce qui se passe quand on en a fini de notre illusion, de ce monde illusoire? Qu'est-ce qui se passe? Où nous retrouvons-nous? Est-ce que l'esprit continue de vaquer? Et on est en train de se demander si l'esprit, si la conscience n'est pas extérieure à l'humain, si elle n'est pas quelque chose d'extérieur au corps. Donc, au fond, ce qui donnerait la réalité de quelque chose qui nous perdurerait, qui peut passer à travers. Et donc, les nihilistes, les athées qui vont dire « après moi le déluge, il n'y a plus rien, etc. » Quand on meurt, c'est la mort. Peut-être que la science est en train de démontrer l'inverse. Vu d'un peu plus haut que cette écorce, même quand elle s'amoncelle en montagne comme le Gorizankar, on ne sait pas ce que c'est, le matériel et le spirituel se confondent et cherchent un autre terme qui serrerait de plus près la grande réalité. Il y a en tout ce qui se trouve dans la nature des transitions, des gradations ou des dégradations du matériel au semi-spirituel et du semi-spirituel au spirituel pur, tellement insensible qu'aucun appareil de physique ou de chimie, si merveilleux qu'il soit, qu'aucune pensée ni méticuleuse qu'elle s'efforce d'être, ne parviendra jamais à établir. Et le jamais, aujourd'hui, on peut commencer à le mettre en cause. Je pense que jamais ne fait vraiment pas partie de l'aventure humaine. Parce que l'homme est capable vraiment de changer voilà, on voit, si on voit ce que les gens du XVIIe siècle, par exemple, avant, en 1600, à l'époque de Louis XIV, pouvaient imaginer de ce qu'on vit, c'était impossible. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'on aurait des véhicules, des voitures, qu'on pourrait aller faire le tour du monde en une journée en avion, qu'on aurait des avions, qu'on aurait... etc. Internet, qu'on pourrait communiquer partout dans le monde. Et... pardon. Donc, c'était pas possible. Alors, je continue. Si merveilleux qu'il soit, qu'aucune pensée si méticuleuse qu'elle s'afforce ne parviendra jamais à établir. Eh bien, ce jamais, à mon sens, aujourd'hui, ce que nous connaissons et ce que nous pouvons projeter dans 300 ans, à la même distance que Louis XIV de nous, 300 ou 400 ans, eh bien, on ne peut absolument pas imaginer ce que sera ce monde. Ça n'est pas possible. Et la
la perspective dans laquelle se déroule la mécanique universelle, elle anticipe évidemment. Elle dit, mais c'est qu'une anticipation. Je dis que le progrès n'aura plus rien à faire, on n'aura plus besoin du progrès en réalité. Le progrès nous aura servi à faire ce paradis, mais la machine, la technologie, tout ça, ça sera soit autonome, mais l'homme, il n'aura plus besoin de s'intéresser à ça, de travailler en somme, d'être obligé de passer une existence à travailler. Il pourra que contempler, se promener, aller à la rencontre les uns des autres. On sera des nomades plein ciel qui iront à la rencontre les uns des autres, tout simplement, et qui vivront l'amour en permanence. Voilà. Moi, je le ressens comme ça. Mais attention, hein, c'est pas... voilà. Donc, dans le même esprit, Hegel écrit « Toute chose n'est que ce qu'elle est parce qu'elle l'est devenue ». Et Bergson, dans un système supposé clos, etc., etc. Voilà. Jamais. Peut-être la matière et l'esprit ne sont-ils qu'un, mais, ajoute Maeterlinck, cela pourrait être question d'éclairage, de mise au point, de dosage. Il est possible qu'on ne voit ici-bas que la matière et que là-haut, ou n'importe où, on ne voit que l'esprit. Tout ceci nous ferait penser à une sorte de spiritualisation progressive des éléments solides de l'univers, soit par l'épreuve de la vie, soit par l'épreuve du feu. Je signale que je découvre en même temps, je ne l'ai pas lu avant, hein, c'est comme ça que je pratique la plupart du temps. L'être humain serait à la fois récepteur, accumulateur, transformateur et transmetteur. Il recevrait à la fois les vibrations du monde visible et invisible et, par la nutrition, concourrait à transmuer la force physique en force psychique. C'est clair. En fait, ce qui est essentiel à notre existence, c'est la matière, hein, en réalité, ce qu'on appelle la matière. L'eau, les fruits, ce qu'on mange, voilà, c'est de la matière, c'est des molécules, et c'est ça qui nous maintient en vie. Sans ça, on ne peut rien faire. Et en fait, on transforme ça en énergie, et cette énergie, on en fait du travail pour l'humanité. Voilà, moi, mon travail consiste à analyser le parcours de l'humanité, et voilà, chacun a son rôle dans cette humanité pour que ça évolue, et donc on transforme bien la matière en énergie, comme il le dit. L'être humain serait à la fois récepteur, donc, etc., etc., et cette matière, qui n'est d'après Bergson qu'un assoupissement de l'esprit, c'est intéressant, reviendrait par l'assimilation de l'organisme humain, qui est d'après Nietzsche l'appropriation insatiable de la volonté de puissance, à l'entretien du système nerveux. Telles sont les réflexions de Madame Catherine Knollys au sujet du mouvement. De l'ensemble de ces réflexions est issu le cinéisme, qui a précédé de 20 ans l'évolutionnisme que nous admettons aujourd'hui. Le cinéisme s'inscrit entre le malthusianisme, si on le comprend comme l'étude du mouvement, des populations, le lamarckisme, le darwinisme, le mutationnisme, compris comme le mouvement des espèces, le bergsonisme, envisagé comme le mouvement des idées prolongées par des prospectives qu'étudia Gaston Berger et les théories de G.G. Simpson, J. Huxley, d'Auvilliers et Teilhard de Chardin, basées sur les mouvements d'ensemble et les convergences. Voilà, tous ces auteurs qui sont totalement inconnus, apparemment ils ont travaillé sur cette évolution. Et ça serait intéressant de faire, j'essaierai, ce livre, je vais me le garder précieusement. Et voilà. Alors, il faudrait que j'aille. Oui, elle va être un peu longue, cette vidéo, mais tant pis, on va aller au bout.
Dans les citations qui suivent, Madame Catherine Knollès nous montre le chemin que doit suivre l'esprit en quête de vérité. Par instinct psychique, alors l'esprit en quête de vérité, ben c'est ça en réalité, l'évolution de l'humanité vers sa perfection. Il ne peut pas faire autrement, notre esprit ne peut pas faire autrement que chercher à comprendre et à éclairer tout notre monde. Et on le fera, il n'y a pas de souci, c'est notre destinée. Nous entendons l'un des aspects de l'élan vital bergsonien. C'est la période indélimitable. Période est employée à défaut d'un mot concevable plus juste, plus mobile, où la force intérieure, cet autre aspect de l'élan vital, prend une direction plus précise vers la spiritualisation et où elle se précipite en quelque sorte à la rencontre de la conscience. Elle paraît subir irrésistiblement l'impulsion du passé qui agit plus encore sur le présent que l'attraction de l'avenir. Et ça, c'est vraiment incroyable, parce que je pense que pour Bergson, l'attraction de l'avenir, c'était difficile de la penser. Il était dans cette période de la guerre où comment penser l'avenir de façon positive, c'était impossible. Il y avait ce nazisme qui était là, qui voulait imposer 1000 ans de terreur. Et qu'est-ce que... Voilà, quelqu'un qui pouvait avoir entendu ce truc, le Reich de 1000 ans, pouvait dire mais il n'y a plus rien à faire, quoi. Voilà, l'humanité, s'il faut attendre 1000 ans pour qu'elle se redresse, pour qu'elle vive enfin un peu de liberté. Et donc c'était difficile à mon sens de pouvoir interpréter quelque chose de positif. Donc le passé était plus important que le présent. Alors que pour moi le futur est que l'avenir. Je continue. Avant même la poussée instinctive de la forme, et comme une sensation de sa proximité, l'instinct psychique se dispose en directions intérieures d'une simplicité et d'une expressivité merveilleusement fécondes. Bergson écrit « Avant l'intellection proprement dite, il y a la perception de la structure et du mouvement. Avant l'intelligence, il y a la perception de la structure et du mouvement. » Oui, il devait se poser la question, bon, comment c'était avant qu'on pense, avant que l'être humain pense. Donc voilà, il se met en situation et là, ben, il y a la perception effectivement de la structure des choses et du mouvement. Voilà, et là, c'est l'esprit vide, il voit ça. Et en fait, dans l'état d'extase, on revient à cet état-là. On est dans un état où on voit on est basé sur ce qu'on voit en réalité, pas autre chose. Et encore, il écrit, la vérité est au-dessus du mot et au-dessus de la phrase. Il y a quelque chose de beaucoup plus simple qu'une phrase et même qu'un mot, le sens, qui est moins une chose pensée qu'un mouvement de pensée, moins un mouvement qu'une direction. Il s'est posé exactement la question que j'ai dû me poser moi-même, sans connaître le travail de Bergson, sur en disant que le mot ne veut rien dire. En réalité, il décrit quelque chose, mais il n'aura jamais la réalité de ce qui est ressenti. C'est le corps qui est proche de la vérité. C'est le corps qui peut déterminer la vérité. C'est pas l'esprit. On peut parler, on peut écrire un livre entier sur l'amour. On peut parler de l'amour, on peut dire tout ce que ça fait, tout ce que ça ressent, tout ce qu'on ressent sur le corps, etc. Peut-être que l'autre, avec beaucoup d'empathie, va pouvoir ressentir ce qu'on est en train d'exprimer, mais ça n'équivaudra jamais la sensation que j'ai quand je suis à côté de la personne que j'aime et que je sens vibrer quelque chose en moi ou qu'il se passe quelque chose en moi qui est de l'ordre de l'indescriptible en réalité, même si on peut effectivement le décrire. Nietzsche se demande si l'on ne pourrait pas édifier un ordre scientifique des valeurs d'après une échelle numérale et quantitative de la forme, et il précise. Sur cette échelle, monter signifie un accroissement de valeur, descendre signifie une diminution de valeur. Robert de Souza dit à ce sujet
Celles de mes pensées qui germent en pleine vie ne sont jamais d'ordre essentiellement intellectuel. Ce sont des mouvements accompagnés d'émotions. Ce sont des épanouissements ou des repliements de désirs, de volitions, d'impulsions vitales. Citons encore cette phrase de Psychiatrie. Dans cette vie qui n'est faite que de départ et d'arrivée, il n'est qu'exaltation et recueillement. Tel est le double mouvement dans l'ordre de l'action et dans l'ordre du rêve, auquel nous sommes soumis. Toute l'admirable méthode bergsonienne tend vers cette rénovation de la logique au contact du mouvement. Elle est capable de faire l'accord entre l'instinct et l'intelligence. Je pense que oui, effectivement, le travail de Bergson est essentiel. Je vais souligner ces êtres humains là dont je n'ai jamais entendu parler. Robert de Souza, Psychiatrie, Madame Catherine Nolès, Gaston Berger, J. Huxley, Dauvilliers, G.G. Simpson. Voilà. Voilà. Bon, chers amis, ben on a tout dit. À très bientôt et merci de votre tolérance et de votre présence, même si je ne fais qu'en avoir l'intuition, que la sentir à travers. Quand je regarde les statistiques, je vois qu'il est passé 50, 100 personnes sur une vidéo. Même si vous regardez que 2-3 minutes, en règle générale, j'ai déjà réussi à caler l'humanité va vers sa perfection. En fait, c'est ça le but de ces vidéos, mettre cette idée en œuvre dans l'esprit, et après ça fait son chemin pour ceux qui retiennent cette phrase. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.